bienvenue à cette 4e émission de livraison à domicile. Je me présente Philémon Robichaud et en présentation, en fait, mon équipe, c'est Pierre-Alexandre, Mathieu et Jean-Guy qui sont là avec nous aujourd'hui. Comment ça va les gars aujourd'hui? Ça va très bien. Good. Les invités aujourd'hui dans cette émission, eh bien, au truc des chefs, ça va être Richard Chiasson, qui est enseignant au programme de cuisine professionnelle au CCNB, campus de la péninsule acadienne. On a aussi Patrick Thériault, qui va être un ancien étudiant du programme de communication radiophonique, et Annabelle Hébert, qui est infirmière à temps plein et humoriste aussi à temps partiel. Et Jean-Guy, ça fait quelques mois qu'on parle de la pandémie. Est-ce qu'il faut rire, est-ce qu'il faut dire que le COVID-19 ou est-ce qu'il faut dire la COVID-19? C'est la question, là. Oui, c'est la grosse question, parce qu'au Canada, on dit la COVID-19. Mais en France, on dit le COVID-19. Alors, est-ce que c'est le ou la qu'il faut dire, selon vous autres? Ben, c'est un virus. Ouais, moi je vais avouer, j'ai toujours dit le COVID. Si on veut dire la maladie, je dirais la parce que c'est pour la maladie. Mais c'est une maladie. Ouais. On dirait le coronavirus, mais la COVID-19. Voilà. Alors, Mathieu est en train de voler toutes mes punchs. Okay. L'Académie française recommande le féminin. Alors, faut dire la COVID-19 parce que COVID, c'est un acronyme, OK? En fait, ça veut dire Coronavirus Disease. Donc, la maladie. C'est pourquoi on recommande le féminin. Et surtout, quand on parle du coronavirus, là, on le met au masculin. Ça, c'est correct. Le coronavirus, mais la COVID-19. Et la règle, on parlait là, d'acronymes, la règle s'applique aussi pour les autres acronymes, parce que le CIO, le Comité international olympique, c'est masculin, le comité. Autre exemple plus proche de chez nous, le CCNB, pour le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Alors, ce sont quelques petits exemples de masculin ou de féminin. Puis, je vous ai préparé une petite affaire, un petit quiz, quelques questions qui s'appellent c'est quoi ton genre? OK. Donc, est-ce que les mots sont masculins ou féminins? Exemple, qu'est-ce que c'est ceci? Est-ce qu'on dit un ou une altère? Oh, Pierre-Alexandre? Un altère. Bravo, c'est ça. C'est un altère. Voilà. Un ou une oasis? Un oasis. Un oasis, c'est une oasis. C'est un mot féminin. Un ou une entracte? Une entracte? Une. C'est un entracte. C'est un mot masculin. C'est un mot masculin. Et ça va être un sport beaucoup populaire cet été parce qu'on va probablement rester dans notre cours. Mais est-ce qu'on dit un trampoline ou une trampoline? J'ai entendu Philémon en premier. Un trampoline. C'est masculin parce que ça a pour origine le mot italien trampolino, qui est masculin. Mais, selon l'Office québécois de la langue française, si vous dites une trampoline, c'est pas considéré comme une erreur. Ça peut prendre de féminin, comme bien des mots qui finissent en in, comme discipline, figurine, canne de bine, la blonde à Philémon est pas mal fine. Donc, c'est ça. Donc, on peut dire un trampoline ou une trampoline. Voilà. Wow, hey! On apprend tous les jours, hein? On
est en compagnie d'Annabelle Hébert. Elle est originaire de Shippagan. C'est une grande savèche de 6 pieds qui fait des jokes de temps partiel. Ça, c'est sa description, je vous jure, dessus sa page Facebook. Elle est diplômée en soins infirmière auxiliaire du CCNB Campus de la péninsule acadienne et elle travaille actuellement à l'hôpital de l'Enfant Jésus de Caraquette. On voulait d'ailleurs souligner que c'était la semaine des infirmières pour y piquer un brin de Jean-Zette. Comment ça va, Annabelle? Allô, allô, ça va super bien. Merci, c'est une belle présentation. Je t'ai juste payé 20$ pour ça, là. Oh, c'est ça, on fera ça sur Interact, là. Oui, je te ferai un. Ben, comment ça se passe à l'hôpital depuis le mois de mars? Ça va bien pour l'instant. La situation, tu sais, on a quand même esquivé assez le plus gros, je pense, de tout ça comparativement aux autres pays, aux autres provinces. Mais le plus difficile dans ça, c'est vraiment qu'on travaille un peu habillés comme des astronautes. Le gros kit, les masques, les lunettes, la jaquette, les gants pour se protéger puis protéger les patients aussi, c'est un peu ça le pire. Puis surtout avec ma grandeur, les jaquettes me font pas nécessairement. Ça, je me promène comme un T-Rex avec les patients, mais regarde, ça va bien. Ah, c'est sûr. T'as aussi remporté le concours amateur du festival Rien, en fait, de Caraquette en septembre Oui. 2019. Et depuis, t'as participé à quelques soirées d'humour avec, entre autres, des festivals Hubcap à Moncton. Puis, ben, en Oui. fait, qu'est-ce que fait le déclic qui dit, OK, tu sais, je m'essaye en humour? Ça, c'était assez. Je suis quelqu'un dans la vie qui fait tout le temps des jokes, n'importe où, n'importe quand. Puis c'est vraiment des collègues de travail qui me disaient Hey, vas-y, va le faire. Puis là, j'étais pas sûre. Je suis quand même quelqu'un, étonnamment, d'assez réservé pour ces choses-là. J'ai jamais été impliquée dans les comités à l'école ou dans l'impro, des choses comme ça. Puis je me suis dit, pourquoi pas? Tu sais, qu'est-ce qui me rend unique? Moi, c'est ma grandeur. Je suis 6 pieds 4. Puis je me suis dit, regarde, je vais écrire un numéro sur ma grandeur, puis advienne que pourra. Puis que pourra est arrivé. C'est sûr. Est-ce que t'as aussi tu testes du nouveau matériel avec les patients à l'urgence? C'est quelque chose que C'est une vous bonne faites? idée. Oui, c'est ça. Ça, c'est les patients, c'est la meilleure affaire parce que ils sont Ah oui. vulnérables. C'est aussi qui c'est que t'es bonne. Souvent, ma job préférée, les messieurs qui ont mal au ventre, ben là, je leur dis, gars, je dis, monsieur, je ne vais pas vous inquiéter, mais là, je pense que vous êtes enceinte. Tu sais, j'essaye un peu avec mes patients de, si tu peux réussir à faire rire une famille triste ou un patient triste, tu sais que le monde content de te voir, ça va marcher. So, je Ah teste oui, sur mes patients, oui. Mhm. c'est sûr. Ben, C'est l'humour est le vraiment meilleur bien. remède, non? Oui, c'est ça, ça guérit. Et tout. Oui, tu as aussi animé la soirée micro ouverte de la Société culturelle du Centre Art, les Oui. super-héros du canapé. C'est sur Facebook le 12 mai dernier. C'est un spectacle d'artistes variés. Comment tu as trouvé l'expérience? Ben, c'est sûr, c'est différent du format. Tu sais, normalement, on est one-on-one avec le public, puis on les entend rire ou réagir, on sait un peu où s'enligner, puis on sait ce qui marche, puis pas. Là, c'est un peu différent. C'est un format, j'étais exactement ici. Pas de personne qui te regarde, pas d'applaudissements, pas rien. C'est vraiment, faut vraiment que tu te forces pour essayer d'aller dire quelque chose que tu penses qui va rejoindre personne dans l'auditoire, parce que tu vois pas ton auditoire, tu sais pas combien de personnes. C'est vraiment nouveau, puis mais aussi ça fonctionne, ça montre que l'humour ou les artistes de la région ont vraiment d'autres façons autres que publiquement face à face de faire leurs choses. C'était comme trippant. J'ai aimé ça. Mon voisin me trouvait bizarre. J'ai parlé de ça pendant 2 heures, mais regarde, je l'ai fait. Manques-tu un Depuis le peu début de la d'avoir... pandémie, il y a beaucoup d'humoristes qui font du matériel sur Facebook. Est-ce que ça t'a passé par la tête? Oui, j'ai fait un statut puis j'ai une primeur pour vous autres. Juste pour vous autres. C'est Oh! là. Oh, J'ai J'avais fait un statut pendant le temps passé que j'allais faire un format en capsule ou un live parce que on dirait oui, je manque ça. Puis mon format, je ne l'ai pas dévoilé, j'ai dit que j'allais faire un statut pour le dire, mais je vais vous le dire à vous autres. Comme ça, il va falloir qu'ils watch pour savoir ça va être comme en format de live ou de capsule. J'ai été chez nous pendant le temps passé à Chupagan, ma maison familiale, puis j'ai trouvé mon vieux journal intime. Ça, je vais lire mon journal intime dans les prochains jours. Là. Je ne sais pas si ça va être live ou non, mais c'est ce que ça va être. Donc, scoop pour vous. wow. Ouais. Wow! Ok, j'ai Mm. hâte de voir ça. Oui, j'ai ouvert une page que, pour dire un petit texte, là, que j'avais Oui, une oui. salopette et
fière de ma salopette. J'ai hâte de vous en parler. On a hâte d'entendre ça. Est-ce qu'on t'a déjà fait des blagues avec la COVID-19 déjà? Pas encore nécessairement. Il y a tellement de monde qui fait des jokes là-dessus que c'est dur essayer de trouver l'original. Puis la joke que personne n'a dit. La plus drôle que j'ai entendue, c'était même pas d'un humoriste, c'était d'un patient. Il était un peu confus, puis j'ai dit, c'est tellement avec le COVID, tu sais, 19, on peut pas nécessairement, je pouvais pas le coller, je pouvais pas être là comme je voulais. Il dit que ça, COVID-19, il dit, ça a-tu rapport avec Benoît XVI? Il pensait que c'était un pape, mais c'est la plus drôle rencontre. Ça serait difficile d'aller trouver des choses que personne ne sait. Merci beaucoup. C'était l'infirmière et humoriste Annabelle Hébert. Merci beaucoup d'avoir passé à notre émission. Ça nous fait plaisir. Oui, puis merci à vous autres, puis c'est vous qu'on écoute dans notre salle de break au travail, puis vraiment faites la bonne job. C'est le fun. On fait des choses difficiles des fois, puis on coupe la réalité un peu avec vous autres. Merci beaucoup, c'est bon. Vous êtes appréciés. Merci. Merci. Pour la chronique des anciens, on a Patrick Thériault aujourd'hui. C'est notre ancien de la semaine. Il est diplômé en 2012 du programme communication radiophonique, mais il est double diplômé du CCNB. Comment ça va, Patrick? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Merci d'être à l'émission avec nous. Quand tu t'es inscrit au CCNB en 2010, comme j'ai dit, tu faisais un retour aux études. Qu'est-ce qui t'a incité à t'inscrire en radio? Quand j'étais jeune, je me rappelle que même peut-être à 10 ans, là, je m'amusais à faire des émissions radio ou animer des parties de hockey, par exemple, avec les radios à cassette. Là. Oui, je suis vieux comme ça. Même que le député d'Acadie Batters, Serge Cormier, était souvent mon co-animateur là-dedans. C'est ça qui est drôle. Puis on s'en parle souvent aujourd'hui quand on se voit. Puis même sa mère a gardé les petites cassettes, là. Fait que, ouais, j'ai tout le temps aimé ça. J'ai tout le temps été impressionné par les voix radio, même les voix d'animateurs de sport à la télé, Richard Garneau, des personnes comme ça. Oui, c'est tout le temps quelque chose qui m'a intéressé, les communications. Puis NB est quand même accessible. Il y en a un peu partout dans la province. Puis le CCNB, péninsule acadienne, à Caraquet, c'est vraiment proche d'ici. Belle opportunité, puis j'ai sauté dessus. Nos profs nous ont dit que la première fois que tu as vu la console en studio, ça t'avait impressionné pas mal au début. Ça a l'air la première émission, il fallait qu'on te pose une question sur ta première émission. Là. Oui, quand on revient en arrière, tu sais, vous comprenez probablement là, la première émission live, comment ça peut être stressant. Mais moi, je voyais la console un peu comme un conducteur de Boeing 747. Là. Je ne sais pas si c'est ça le vrai chiffre, là, 747. Il me semble que ça fait gros. Il me semble que c'est ça. C'était quand même impressionnant. Il y avait beaucoup de boutons. Pourtant, on utilise peut-être même pas le 1/10 des boutons, là, souvent. Mais c'est impressionnant pour quelqu'un qui commence dans le domaine. Puis moi, je pense que c'est la chose qui m'avait plus marqué au début, plus stressé. Puis je suis pas quelqu'un de trop technologique non plus. Moi, j'ai la parole facile, mais quand ça vient à jouer au bouton, là, je suis un bon animateur à Radio-Canada comme Jean-Guy dans le temps, là, il y a quelqu'un qui s'occupe de ça, puis toi, tu étais juste là pour parler. Mais oui, puis en plus, la première émission live, c'est ça, Mathieu m'avait joué un tour, je pense. Il avait connecté avec la NASA pour faire que les satellites se connectent pas ensemble. Puis nous autres, on utilise la presse canadienne, comme bien des radios, surtout les radios communautaires. Puis le CCNB, c'est ça, utilisait la presse canadienne pour les nouvelles. Donc, on débutait l'émission avec ces nouvelles-là de la presse canadienne. Puis, tout d'un coup, il n'y a rien qui est venu il n'y a pas eu de son, il n'y avait plus rien. Mais vous savez qu'un silence radio, c'est quelque chose. Hein? En radio, ça dure 5 secondes, mais ça paraît comme 5 minutes. Fait que là, ça a mal commencé, puis j'ai comme eu chaud, puis tout le stress. Fait que là, j'ai continué à faire l'émission pareil. Vous savez qu'avec la radio, ce qui est le fun, c'est qu'on peut juste mettre une tune, puis ça sauve bien du trouble. Donc, c'est ça. Après que
l'émission soit partie, puis il y a de la musique dessus, je vais voir Mathieu. Mathieu est crampé de rire dans son bureau. Vous savez comment c'est que Mathieu? Hein, il aime ça quand on a de la misère. Ouais. Donc, c'est ça qui va arriver, puis c'est quelque chose de très rare, supposément, très, très rare même. Donc, d'un sens, je me trouvais chanceux que ça m'avait arrivé. J'entends des péripéties, puis honnêtement, je peux comparer les miennes un peu avec les tiennes. Mathieu adore semer le trouble en classe pour nous faire donner des épreuves. Mais en tant que passionné de sport, tu as aussi animé une émission à CCNB Radio avec 2 de tes collègues. On veut des détails sur cette émission-là. Ben, on était 3 amateurs de hockey, surtout de hockey, mais de sport en général, je pense. Puis, c'est ça, on avait décidé de faire cette émission-là de façon régulière, comme d'autres étudiants qui avaient un autre genre d'émission. Puis nous autres, c'est ça, on se rencontrait assez régulièrement au collège, puis on bâtissait cette émission-là qui était enregistrée. Souvent, il y avait beaucoup de coupage au début, mais avec le temps, ça s'est amélioré. On faisait des chroniques. Il y avait même un qui imitait Ron Fournier. Donc, on avait beaucoup de plaisir. On débattait sur des sujets, par exemple, souvent de hockey, où on faisait des prédictions des matchs qui s'en venaient, des choses comme ça. Pour nous autres, c'était vraiment naturel de le faire. Puis je pense que c'est ça qui est la clé, hein, c'est de trouver quelque chose qui te passionne. Puis c'est beaucoup plus facile de cette façon-là. Mais cette émission-là, c'était quand même une belle expérience. Puis même, j'ai encore les enregistrements ici. Puis ça m'est arrivé quelquefois de les écouter à nouveau puis de rire pas mal de ça. Mais c'était quand même assez impressionnant, c'est bien fait. On connaissait quand même notre sujet, puis on a vraiment eu du plaisir avec ça, puis on en parlait, tu sais, ça s'en parlait dans la classe avec les autres gars qui animaient d'autres émissions, puis c'était vraiment éducatif aussi, faut dire, de faire ça, bâtir ça par nous autres mêmes, faire des coupages, des enregistrements. Il y a une différence entre enregistrement et live aussi. Mais c'est le fun d'avoir eu cette expérience-là, c'est sûr. Puis ça nous a aidé plus tard aussi dans le domaine. Mais c'est sûr, hein. Fait que on apprend. Puis d'entendre que tu as fait des émissions comme ça, c'est super le fun. Moi, je me rappelle que vraiment l'aspect que j'ai le plus aimé, c'est construire une émission et non live. J'ai trouvé que ça avait l'air quasiment plus vrai quand on le fait. Quand on le veut pas live, c'est vraiment bien construit. C'est quelque chose que j'ai adoré faire au collège. Parle-nous un peu de ton parcours après tes études. Tu as œuvré dans des milieux associés à la communication, comme par exemple, tu es une agence scolaire et communautaire, et aussi le monde municipal. Donc, parle-nous un peu de ça. Ben, premièrement, après mon passage au CCNB en radio, j'ai travaillé à CKLE, une radio privée qui est bien connue dans la province, surtout dans le nord du Nouveau-Brunswick. J'ai remplacé une animatrice qui est en congé de maternité. Donc, j'ai travaillé dans ce domaine-là. Après ça, il y a eu comme un temps où il n'y avait pas beaucoup de débouchés dans le domaine alentour et je voulais rester dans la région. Donc, je me suis trouvé un emploi au journal L'Étoile comme journaliste. Donc, ça, c'était une très belle expérience. Moi, j'ai toujours aimé la politique particulièrement et là, ça me donnait la chance de côtoyer des politiciens de façon régulière, de poser des questions et de m'informer surtout au niveau des nouvelles régulières, nouvelles quotidiennes. Donc, ça m'a aussi fait connaître qui étaient les politiciens dans la région, mais aussi dans la province, qui, par la suite, m'ont aidé dans le travail que j'ai aujourd'hui. Mais journaliste, c'est spécial. C'est comme si tu travailles 24 heures sur 24. Tu es tout le temps à l'affût des nouvelles. J'ai toujours adoré ça, les nouvelles. J'ai toujours lu mon Académie Nouvelle le matin et regardé les nouvelles régulièrement. Même qu'au niveau politique, quand j'étais tout jeune, je connaissais tous les premiers ministres de chaque province, puis j'étais toujours à l'affût des élections, j'adorais ça. Donc, c'est une passion qui vient de loin. Par après, j'ai été agent de développement communautaire à l'école à Grand-Anse. C'était la directrice à ce moment-là que je connaissais qui m'avait approché, puis
j'étais originaire de Grand-Anse, je le suis toujours, mais je connaissais bien l'endroit et c'est important pour un agent de développement communautaire de connaître quelles sont les entreprises qui sont les gens de la place. C'était très le fun de travailler avec les enfants. C'est très spécial. Puis même aujourd'hui, après plusieurs années que je suis plus là, il y a tout le temps quelqu'un qui passe en vélo, un jeune qui me dit Allô, Monsieur Patrick, tu sais, encore regardé ce terme-là. Donc, après ça, je suis allé directeur général à Grand'Anse. Ça m'a permis aussi d'avoir le travail que j'ai aujourd'hui à la FMNB comme chargé de projet en gouvernance locale. Comme directeur général, j'ai touché à beaucoup de choses. Par exemple, faut quasiment être une pieuvre dans tous les domaines. J'avais régulièrement contact avec des avocats, avec des urbanismes, avec les citoyens comme de raison, des gars de l'entretien d'hiver, des chemins. Donc, c'est vraiment divers comme connaissance. Ça prend beaucoup de connaissances dans différents domaines, mais ça se développe avec le temps. Puis aujourd'hui, c'est ça, comme le travail que je fais comme chargé de projet à la FMNB, ça m'aide beaucoup parce que j'ai déjà les contacts au niveau municipal et c'est beaucoup plus facile là, de travailler dans ce domaine-là. Et si, je ne sais pas si vous avez déjà connu ce nom-là, des connaissances éclectiques, là. Ben, Mathieu sait qu'est-ce que ça veut dire. C'est des connaissances dans bien des domaines. Ben, ça, c'est ça, ça prend ça dans le domaine que je suis dedans là-dessus. Packetville, Packetville, tu peux pas dormir tranquille. Packetville, Packetville, tu peux pas dormir tranquille. Patrick, en terminant, tu nous as préparé un quiz municipal. Oui, un quiz municipal sur les municipalités francophones, les municipalités qui sont membres de la FMNB, parmi les 50 membres de la FMNB. Donc, on va approfondir vos connaissances dans vos communautés, voir si vous connaissez les communautés environnantes, puis du côté Est, parce que c'est surtout eux, les francophones, Nord et Est. Oui. Donc, première question, les gars. Quelles sont les 3 municipalités francophones ou bilingues du nord du Nouveau-Brunswick qui ont comme attraction touristique un phare aux couleurs de l'Acadie? Je peux au moins dire Grand-Anse, parce que oui, je passe devant un phare OK. Aux couleurs de l'Acadie, j'aurais dit, si j'y pense. Je passe devant à chaque jour, donc s'il y en a un que je connais, c'est au moins proche de chez nous. C'est ça. Donc, il y a celui-là, il y en a peut-être un autre que vous connaissez. Moi, je sais qu'il y en a un l'île au Foin à Néguac, il y en a un à Miscou aussi, Grand-Anse, je m'en rappelais pas. OK. Miscou, je savais pas, mais je pense pas que c'est aux couleurs de l'Acadie, hein? Ah, ça se peut que non, pareil. Il me semblait qu'il y avait des couleurs de l'Acadie, mais ça longtemps. Il y a une usine. Il y a le toit d'une usine qui a les couleurs de l'Acadie, que je me rappelle, aux côtés de la terrasse à Steve, le resto. Il y a une usine à poissons de ce côté, puis le toit est fait vraiment aux couleurs de l'Acadie. Mais le fort à Miscou, je pense qu'il est seulement en blanc, là, si je me rappelle bien. Mais il y en a un autre près d'un pont que vous passez probablement assez régulièrement pour aller au McDo, pas celui de Tracadie, mais un autre McDo. Ah, proche de Bathurst. C'est ça. Juste au côté du pont, sur le coin. Oui. Il y en a un petit, là, ouais. Ouais, pas aussi gros que les deux autres, mais quand même, ça a été. Je ne sais pas s'ils ont copié sur Grand-Anse, probablement. Ils ont peut-être copié sur Grand-Anse. C'est ça. Autre question. Quelle municipalité francophone ou bilingue du Nouveau-Brunswick a comme symbole un saumon géant et est séparée d'une autre province par un pont? C'est Camelton. C'est Camelton. Oui. Camelton, c'est ça. Ouais. Probablement, vous allez là chercher de la bière là, à tous les semaines, j'imagine. Ouais. Les étudiants comme ça, on veut sauver de l'argent. Ah, c'est Camelton. Régulièrement. Oui, c'est Camelton. C'est ça. Il y a un autre pont en passant mais qui sépare pas une province, mais plutôt un pays d'un autre, le Canada aux États-Unis, à Edmundston, dans le coin d'Edmundston. Madawaska-Maine et Edmundston, ouais. Bon, prochaine question, les gars. Ça va quand même assez bien jusqu'à présent. Le Nouveau-Brunswick comprend une seule municipalité régionale. Laquelle? Je pense que je le sais. OK, dis-le pas tout de suite. Municipalité régionale, la différence, c'est que ça englobe beaucoup de DSL, puis je pense que la population totale
et environ 16 000 personnes de cette municipalité-là. Et aussi, ils n'ont pas à s'occuper des routes pour une partie de peut-être une dizaine d'années, quoi que ça arrive à échéance prochainement, puis on travaille là-dessus, justement. Donc, Philémon, as-tu une idée à quelle serait cette municipalité régionale-là? Ouf. Non. Tu connais quelqu'un qui vient de là? Je connais quelqu'un qui vient de... C'est-tu Moncton? Non. Tracadie. Évidemment qu'elle a dit Moncton. Oui. Oui, c'est Tracadie qui est devenue la première municipalité régionale. Oui, c'est ça. Grande et majestueuse municipalité du Grand Tracadie. C'est ça. Qui aime les réunions municipales. Comment se nommait le programme de réforme du gouvernement de Louis Robichaud entre 1965 et 1967? Donc, on a un choix de réponse. A, un pour tous et tous pour un. B, chance égale pour tous. Ou C, tous dans ton coude, qui est vraiment applicable à la pandémie là, dernièrement. Choix de réponse difficile. Je pense que c'est B. Ah, c'est B. B, chance égale pour tous. Oui, comme de raison. Louis Robichaud qui a permis à beaucoup de municipalités de voir le jour. Par exemple, Grand-Anse, Saint-Laurent, entre 66 et 67, il y a eu beaucoup de municipalités qui ont été mises sur pied. Puis, ça a vraiment aidé les municipalités francophones aussi de la province. Donc, ça a été un gros changement pour justement permettre aux endroits les plus pauvres de se stabiliser un peu plus. Donc, prochaine question, les gars. L'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, la FMNB, représente combien de personnes parmi ces 50 municipalités membres? A, environ 100 000, B, environ 200 000 ou C, environ 300 000. Et là, n'oubliez pas que ça représente des francophones et un peu de personnes bilingues, là, comme par exemple de la région de Grand-Sault, Bathurst, Dalhousie, Campbellton, Moncton. Donc, qu'est-ce que vous pensez? C. Je pense avec le C. C'est peut-être O, mais je veux dire 200 000. C'est toi, ça serait la réponse? C. Moi, je veux dire 200 000 B. 200 000, c'est plutôt plus de 300 000, donc c'est C. Donc, on représente le 1/3 de la population du Nouveau-Brunswick, plus d'un tiers. Donc, on est quand même une association importante qui a quand même son mot à dire dans les décisions du gouvernement. Donc, on représente bien les francophones et les municipalités bilingues. Prochaine question. Quelles sont les 2 villes membres de la FMNB qui ont reçu en 1987 la visite de l'ancien président français, François Mitterrand? Et fait à souligner, moi j'étais là, Jean-Guy, votre enseignant, était là. Puis peut-être Mathieu devait se trouver quelque part, mais on ne le voyait pas, il était un peu court, là. Mais il devait se retrouver dans la foule. Mais moi, j'ai même serré la main. Donc, quelles seraient ces 2 municipalités là, qui ont reçu sa visite? Je veux dire Caraquet. Hein? Oui, c'est Caraquet, oui, il y a Caraquet. Puis l'autre municipalité? Moncton. C'est quand même beaucoup plus grosse. Moi, je dirais Caraquet et Moncton. Exactement. Bravo. Hey, vous êtes bon aujourd'hui, vous êtes en forme. Je vois que vous avez visité notre site Internet. Oui. Non, c'est ça, Caraquet et Moncton qui ont reçu la visite. Puis ça qui est drôle, j'en parlais avec votre enseignant Jean-Guy Landry. J'ai jamais serré la main à notre premier ministre, Justin Trudeau, mais j'ai déjà serré la main au président français, François Mitterrand. C'est bizarre, hein? C'était quand même spécial comme visite. Il est arrivé en hélicoptère et puis nous autres, les étudiants, on est arrivés en autobus pour sa visite. Il y avait un petit salon de français, là, un petit salon dans l'aréna que Jean-Guy me parlait. Puis c'était quand même assez impressionnant de recevoir cette visite-là. Là. Ah, c'est ça. Ouais, ben, les gars, vous avez bien réussi, je vous félicite. Merci beaucoup. Hey, merci. J'ai presque. Il faut dire que c'était à niveau débutant, là, juste pour pas vous péter les bretelles trop, là.
Ah non, non, pas trop. On va rester humble. Ah ben, Patrick Thériault, merci d'avoir été à Ben, l'émission. grand merci. C'était notre ancien et ben, tes histoires sont super le fun. T'es un gars passionné, ça se voit. Puis ben merci d'avoir passé à l'émission. Bienvenue. Y'en a qui prennent un petit coup, moi je mange. Y'en a qui fument des petits bouts, moi je mange. Y'en a qui lèchent les vitrines, moi je mange. J'aime mieux rester dans ma cuisine puis je mange. On poursuit avec notre chronique Truc du chef. On a Richard Chiasson qui est avec nous, c'est enseignant au programme de cuisine professionnelle au CCNB Campus de la péninsule acadienne. Comment ça va, Richard, en temps de pandémie? Ça doit être un peu bizarre maintenant avec le cours, hein? Oui, mais ça va très bien pour le sol. C'est un peu différent parce que, tu sais, c'est des métiers pratiques, là. Ça fait, vu qu'on ne peut pas faire de pratique, faire ça en ligne. C'est sûr, mais comment est-ce que les étudiants se débrouillent depuis qu'ils suivent en fait le cours en ligne maintenant? Ben, il y en a beaucoup. Vu que c'est une formation en ligne, on a des heures de cédulé, puis beaucoup de travail et on recherche. Ou est-ce que c'est eux qui font les recherches et nous l'envoient à des dates spécifiques? Puis c'est beaucoup de révision sur la théorie, dans le sens que sur l'organisation, la planification et tout ça pour créer des menus et la mise en place et la préparation des menus. Donc, est-ce on fait moins de cours Comment, pratiques, on fait plus de théorique, mais on fait juste plus pratique en tout? Il y a certaines composantes qu'on a faites avec la capacité de l'Internet. Ils peuvent prendre des photos, peuvent prendre des vidéos. On a essayé quelques projets où est-ce que c'est qu'il fallait qu'ils faisaient une pâtisserie comme de la pâte à choux, des éclairs, puis des petits choux à la crème. Il fallait prendre certaines photos, puis une petite vidéo, puis une photo du produit fini. Et ça a bien fonctionné. Richard, comme enseignant, comment est-ce que tu t'es adapté à offrir la formation à distance? Ben, au tout début, c'est sûr qu'avec l'informatique, des fois, on n'est pas nécessairement les plus rodés, mais on a beaucoup d'assistance, on a beaucoup d'aide au niveau de toutes les techniques. Puis il y a des nouveaux logiciels qui ont sortis. Là, pour commencer, par exemple, Teams pour les conférences, ça va bien. Avec les étudiants, on utilise beaucoup le Messenger. Ça fonctionne très bien avec eux autres. Ils ont tous des téléphones, ils ont tous des laptops. Ça va très bien. Puis avec Ardoise, ce qui est bien, c'est que là, ils sont en train de se préparer pour écrire l'examen du ministère parce que nous, en étant un pré-emploi, puis c'est un métier qui a une formation qui est apprentissable. Il y a 3 blocs. Et en allant à l'école, nous, on couvre tout le matériel nécessaire pour écrire l'examen du ministère, qui est le module 1, le bloc 1. Mais vous savez qu'à l'école, les cours sont modulaires, puis on prend des cours au mois de septembre, au mois d'octobre, novembre, décembre, janvier. Puis souvent, quand un cours est terminé, ils l'ont peut-être passé, mais ils mettent l'emphase sur un autre module. Puis, on ne met pas nécessairement toujours ce module-là en pratique. Certaines composantes, oui, mais pas tout le temps. Quand ça fait 5 mois que tu n'as pas nécessairement à réouvrir le livre ou à maîtriser ces composantes-là, c'est un peu loin. L'examen du ministère, lui, il y a des composantes spécifiques, puis ça couvre toute l'année. Là, pour le moment, avec Ardoise, ce qu'on fait, c'est qu'on fait on fait des revisions de ces modules-là. Là, je leur donne certaines pages à étudier, certaines composantes, et on met des tests en ligne qui est cédulé, apparaît à une certaine heure, puis disparaît à une certaine heure. Ils ont un certain limite à le faire, pareil comme si qu'ils seraient en classe. Et
ça se corrige automatique, puis ils ont leur note automatique. Ça fait là, ils savent leurs faiblesses, leurs forces, et ils savent qu'est-ce qu'ils ont compris et qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris. Est-ce que tu vois avec tes étudiants, est-ce qu'ils sont aussi motivés? Parce que cuisine, c'est un cours qui est quand même assez pratique, fait qu'à distance, vois-tu que la motivation baisse un peu ou les étudiants sont tout le temps aussi heureux puis travaillent? Ben, c'est qu'actuellement, ils travaillent toutes. Ça fait, on cédule les horaires selon leur horaire de travail. On essaye de s'adapter avec la situation, parce que c'est pas une situation normale. Ça fait, il y a certains, les étudiants travaillent, ils ont des jobs, ils se sont trouvés des emplois. Et ça fait, on essaye de céduler les horaires, comme cette semaine, tu vois, j'ai cédulé un test à 7 heures le matin, qui n'est pas une heure normale de classe, mais je l'ai cédulé à 7 heures du matin pour accommoder les étudiants, parce qu'ensuite, il y en a certains qui allaient travailler à certaines heures. Oui, c'est sûr. Aurais-tu quelques trucs de chef pour nous, pour nos auditeurs, ceux qui sont peut-être un peu moins habiles en cuisine? Et pour nous aussi. Ouais, c'est sûr qu'en cuisine, le concept, là, c'est quand ce que tu fais une recette, c'est de ne pas, il faut lire la recette au complet, essayer de la visualiser, OK, dans le sens que c'est quoi ce qu'il veut que je fais, comment on l'entend, comment la préparation, et ensuite de faire la recette, mais aussi de prendre quelques minutes pour l'évaluer, puis en prendre des notes. Ça fait comme ça, la prochaine fois que tu fais la recette, tu vas être capable de revenir à l'arrière, revoir la recette, puis dire j'ai aimé ça, j'ai pas aimé ça. Je vais maintenant essayer de la modifier en faisant ceci puis en faisant ça. Fait, le métier de cuisine, c'est un métier pratique. Puis la raison pourquoi est-ce que c'est ont un certain répertoire, c'est qu'ils ont fait une recette comme 100 fois. Ouais. À un moment donné, tu fais la recette assez souvent que tu n'as même plus besoin de mesure, tu n'as plus besoin de contenant pour mesurer parce que tu es assez habitué au volume à l'œil que tu es capable de le faire. Puis les gens te regardent, tu dis, ben, tu ne suis pas de recette. Oui, je suis une recette. C'est comme les anciens. Comment faire du pain? Ben, c'est un morceau de gras gros comme un œuf, puis c'est 4 poignées de farine, puis c'est, c'est un petit peu ça, là, c'est à un moment donné. Puis, le plus de produits que tu essayes, le plus tu agrandis ton répertoire de goût et de connaissances dans le sens d'être capable de marier certains produits avec certains produits. C'est ça qui est les trucs. C'est de s'amuser en cuisine, prendre des notes, puis y revenir à ces notes-là. C'est en goûtant avec les notes, on va pouvoir savoir peut-être quoi modifier ou finalement qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas bien marché. C'est en plein ça. C'est en plein ça. Tu as eu l'occasion aussi d'aller en Chine représenter le Nouveau-Brunswick au niveau culinaire au cours des dernières années. Parle-nous un peu de ton expérience, puis est-ce que tu penses pouvoir encore retourner en Chine pour une expérience comme ça après cette pandémie? Ben, pour représenter la province, j'y ai été un petit peu partout. J'ai pratiquement fait le tour du monde avec eux là, pour faire la promotion des produits. Mais en Chine, si la province y retourne, ils vont y retourner dans des conditions que ça va être sécure. Ça fait, je me fie à leur intégrité dans le sens qu'ils ne vont pas aller avec une délégation puis les mettre à risque. C'est la même chose qu'on a eu une demande pour que j'allais en Belgique, puis ça n'a pas été cancellé, ça a été repoussé. Ça fait, en Belgique, ils ont eu le même problème que nous autres. C'est un petit peu mondial. Ça fait le moment qu'ils se sentent sécures, parce que ça fait partie de l'économie. Pour reprendre l'économie, ils vendent les produits du Canada. Puis ça prend un chef pour les préparer puis faire la promotion. Ça fait une fois qu'ils se sentent sécures et que l'économie reprend, j'irai. Certainement. C'est bon à entendre. Qu'est-ce que vous faites finalement quand vous partez? Oh, excuse.
Oh. Non, Quand vas-y, tu Pierre. vas, là, c'est vraiment un défi, parce qu'il ne faut pas oublier là, qu'on ne peut rien amener dans le sens de l'équipement parce que l'électricité n'est pas pareille. C'est vrai. Ça fait, quand tu arrives, on sait les produits qu'on veut faire la promotion de, on se prépare une horaire, ça fait, tu sais, c'est des dégustations, là, puis c'est d'alimenter une masse, là, tu sais, je sais pas moi, il y a peut-être, je peux pas te dire comment on demande qui va là, mais on en voit au moins 2-3 000 par jour. Ça fait, c'est achalandé pour déguster des produits puis faire la promotion. Tu as les vendeurs qui veulent goûter les produits. Ça fait, il faut toujours continuellement avoir une bonne mise en place pour faire goûter les produits. Puis goûter les produits adaptés au pays que tu es dedans. Parce que, tu sais, on va pas servir un repas mexicain aux Chinois qui veulent essayer d'intégrer le produit canadien dans leur menu chinois. Il faut absolument... puis souvent, ben, le client du produit nous dit, ben, OK, ben là, j'ai un client vietnamien, j'ai un japonais, j'ai un hollandais, parce que ça vient de partout au monde, là. Ça fait là, on adapte les présentations à ces pays-là. Ça fait il faut quand même être assez créatif puis être capable de s'adapter rapidement. Puis en plus, c'est qu'on travaille dans un espace de peut-être 10 pieds carrés, qu'on a acheté de l'équipement à l'aveuglette. En arrivant là, en courant les premières journées, aller dans les magasins d'équipement, puis on achète de l'équipement, les casseroles, les bols, les fouettes, parce qu'on n'a rien en tout. Puis ensuite de ça, il faut acheter tout ça en conséquence que l'équipement qu'on achète soit être capable comment est-ce qu'on dit ça, de s'adapter à n'importe quel produit utilisé ou n'importe quelle culture qui se présente. Ça fait, c'est vraiment un défi là, grandiose. Là. Ça fait, tu sais, il faut pas être trop nerveux, il faut pas paniquer, il faut avoir un bon sens d'organisation, puis il faut avoir une bonne panoplie de recettes et une bonne connaissance des cultures internationales pour être capable, que ce soit allemand, russe, italien, espagnol, n'importe quoi. Ouais, c'est sûr qu'on aime. Quand on aime la bouffe, ça peut venir de toutes sortes de pays, puis on doit s'adapter, surtout quand on est cuisinier. Puis bien, Richard. Qu'est-ce qui se fait ailleurs? Là. Ben oui, c'est ça. Là. Ben regarde, merci beaucoup. Vous êtes quelqu'un qui est game d'essayer toutes sortes de choses à manger, Monsieur Richard. Du pain en Ouais. Tu sais, les enfants, quand ils grandissent, on dit que en anglais, ils appellent ça le terme le gatekeeper. C'est la personne qui contrôle la manière que les enfants vont être alimentés. Ça fait chez nous, tu sais, on mange vraiment bien varié. Puis, les enfants ont été élevés dans le sens que ils ont l'esprit ouvert d'essayer n'importe quoi. Puis, souvent, on va aller à l'épicerie, puis ils vont regarder quelque chose, puis ils vont dire « Oh, papa, on n'a jamais mangé ça, regarde, il faudra en acheter pour qu'on achète. » Puis quand je m'en vais en voyage, ben, ils me disent toujours « Papa, amène le produit le plus weird que tu peux. » Une année, j'avais arrivé avec du soleil de mer séché. Oh. Wow. Ça, c'est weird. Ça fait, tu sais, il faut être ouvert d'esprit quand tu travailles en cuisine. Si tu travailles en cuisine, là, puis il faut pas... Quand tu travailles en cuisine, là, tu ne t'alimentes pas. Tu travailles avec une organisation qui a une mission, tu as des clients, tu fais la cuisine pour eux autres. Ça fait, si tu n'aimes pas un paquet de produits, il faut que tu goûtes ce produit-là pour s'assurer qu'il est bien assaisonné. Et si tu ne l'aimes pas, comment est-ce que c'est que tu vas voir si qu'il est bien assaisonné ou qu'il goûte à son ultime, là, que tu as atteint l'umami avec ce produit-là dans le sens que tu as le meilleur de son goût.
Ça fait, tu sais, tu peux pas dire, moi, je l'ai jamais goûté, je sais pas si c'est bon. C'est pas au client à dire si c'est bon. C'est à toi à le faire. Ça fait, il faut vraiment que tu aies une bonne ouverture d'esprit. Faut pas que tu as dédain avec ce que c'est qu'il y a, que tu travailles avec, parce que des fois, on peut travailler avec des organes, tu sais, servir. Moi, ma première fois que j'ai travaillé à Paris, le chef me tire une tête de veau. Puis il dit, le spécial midi, c'est une tête de veau pochée avec une cervelle au beurre noir. OK. Wow. Oui. OK. J'ai dit, c'est ça qui est votre spécial du midi? Il dit, oui, du midi. OK. On est vraiment un petit peu éloigné de l'académie. Tu dis, j'ai pas hâte de voir c'est quoi pour le souper, là. L'émission tire à sa fin, donc on se quitte avec un groupe. Pierre, c'est les Sales Barbes. Eh oui, les Sales Barbes qu'on connaît très bien, qui sont ont monté en popularité, je devrais dire, de manière incroyable dans les dernières années. C'est un groupe composé d'Éloi et Jonathan Pinchot, Georges Béliveau, Jean-François Brault et Kevin McIntyre. On peut les voir d'ailleurs à tous les jeudis soirs sur leur Facebook. Ils font un live alors qu'ils parlent de différents sujets. C'est très intéressant. Puis, on va les voir, ils interprètent une chanson qui s'appelle « Gagner sa vie ». Ça fait partie d'un projet intitulé « Le Ponchon », qui a été initié par Éloi Pinchot. Puis l'histoire derrière ça, c'est que en 1910, quand les Madelinots vivaient dans la misère en raison d'un dieu Ribert, un peu comme ici il y a longtemps aussi, on avait envoyé un baril de melasse avec une voile, avec plein de lettres et des messages, de l'envoyer en fait de l'île jusqu'à la Grande Terre. Et donc le ponchon.com, c'est une plateforme web où les Madelinots seront invités à y laisser des messages d'espoir, des poèmes, des textes, des dessins et de la musique. C'est en lien évidemment avec l'histoire de 1910. Papa est pêcheur comme son père puis son grand-père. On vit aux îles sur le bord de la mer. Même pas de bout, on reste à l'abri dans la petite maison que papa a bâtie. Le coq chante fort puis ça fait broyer le chien. Papa se réveille à 4 heures du matin. Maman prépare des billes puis du café. La nuit d'une heure plus tard, papa va s'en aller. Une coupe de ligne à pêche pendue après le bout du quai. Sa vieille sale barbe au milieu de la baie. On fait ce qu'on peut avec quoi ce la mer amène. Essayer de gagner sa vie aux îles de la Madeleine. Essayer de gagner sa vie aux îles de la Madeleine. Les mains pleines de cornes à plein hall ici les cœurs. La maison est pas grosse quand c'est la voie du large. À soi maman va ranger le poisson. Assis durant le poêle, papa joue du violon. Sa vie aux îles de la Madeleine. Essayer de gagner sa vie aux îles de la Madeleine. Depuis une couple d'années, papa est plus trop fort. Y'en a du sauvato à checker dans dehors. Rendu au printemps, à la saison du homard. De temps en temps, ça y pogne d'aller pêcher encore. Une coupe de ligne à pêche pendue après le bout du quai. J't'ai la sale barbe au milieu de la baie. On fasse ce qu'on peut avec quoi la mer amène. Essayer de gagner sa vie aux îles de la Madeleine. Essayer de gagner sa vie aux îles de la Madeleine.
Le programme Communication médiatique offert au CCNB, campus de la péninsule acadienne. Animation en direct sur les ondes de CCNB Radio. Gestion de pages web et de médias sociaux. Un aspect pratique développé pour acquérir les aptitudes nécessaires au domaine de la communication. Un volet multimédia avec des journées de diffusion en direct et de montage audiovisuel. Le programme Communication médiatique, c'est tout ça et encore plus. Offert en septembre. Inscris-toi maintenant.